they call me Crazy Jack. And I think crazy is good. We are crazy, but we're not stupid. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision. Stay hungry, stay foolish. The Creativity Podcast. Bienvenue dans le Creativity Podcast, le podcast pour les intrapreneurs et les entrepreneurs qui veulent faire la différence. Aujourd'hui, on a avec nous Diana Chao Alinac, qui est également et avant tout ma femme. On est là pour présenter son parcours, très inspirant, surtout pour les gens qui veulent opérer une transition dans leur vie. Donc, bienvenue déjà dans le podcast, Diana. Merci. Alors, présente-toi en quelques mots. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et après, bien sûr, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours, les obstacles que tu as eus, comment tu les as surmontés, etc. Alors du coup, moi je me présente en tant que chef digital. C'est un mot que j'ai un peu inventé parce que je ne trouvais pas vraiment de métier qui correspond à ce que je fais aujourd'hui. Alors chef digital, c'est quoi? Chef parce que je travaille en tant que chef consultante pour des restaurateurs ou pour des marques de la food, de l'univers de la food, donc voilà, de l'agroalimentaire, où je vais créer des recettes, je vais former les équipes, je vais les aider dans leur process de fabrication. Et alors, digital, pourquoi? Parce que moi, mon aventure, elle a démarré d'abord sur le digital, d'abord sur YouTube. Donc, je suis youtubeuse de base. Puis ensuite, ça s'est un peu développé via les autres réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, blog, etc., où je partage en fait toutes les recettes asiatiques issues de ma famille pour démocratiser la cuisine asiatique du Sud-Est et la rendre ultra accessible à toutes et à tous pour que tout le monde puisse se régaler avec de la vraie bonne food. Alors, à la base, tu dis à la base, je suis youtubeuse, mais à la base, tu avais fait des études en école de commerce et ensuite, tu as opéré une transition. Donc, on va revenir sur cette transition, les obstacles et ce parcours avant, mais est-ce que déjà tu peux partager avec les gens la raison, la petite histoire derrière cette chaîne YouTube? Comment tu as commencé avec YouTube? Et on va voir ensuite, on parlera de ton métier d'avant et de l'état d'esprit que tu as eu pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, j'ai créé la chaîne YouTube 1 an après le décès de ma maman. Alors, pourquoi d'abord sur la chaîne YouTube? Tout simplement parce qu'en fait, je voulais rendre hommage à maman. Donc, j'ai donné d'ailleurs le nom de ma chaîne, le prénom de ma mère, Mamali, Ali étant son surnom. Et je voulais créer un lien avec mon autre culture, la culture française. Puisqu'en fait, je me suis rendu compte, que il était difficile, il y a 7-8 ans, de trouver des vraies recettes asiatiques qui ressemblaient à celles de ma maman. On retrouvait des recettes japonaises, coréennes ou d'autres recettes, mais qui étaient pas du tout, qui étaient un peu bizarres parfois, qui avaient des ingrédients où c'était pas du tout ça. En tout cas, c'était pas comme ça qu'elle m'avait appris à cuisiner. Et aussi, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de clichés autour de cette cuisine asiatique. Et je me suis dit que finalement, ce serait bien de pouvoir allier les deux, allier ma double culture, faire le pont, tout en rendant hommage à ma maman. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et c'est du coup les pays, c'est la cuisine de l'Asie du Sud-Est, c'est quoi du coup? C'est Vietnam, Cambodge? C'est Chine, Vietnam, Cambodge et un peu Thaï. D'accord, donc ça fait un mix de pas mal de plats quand même. C'est un peu le parcours, c'est un peu le parcours de mes parents aussi, parce qu'eux, ils sont nés au Cambodge. Et puis, il faut savoir que il y a beaucoup de mixité culinaire dans ces pays-là, puisque il y a des Chinois Chinois du sud de la Chine qui ont migré vers ces pays. Puis il y a eu les guerres et en plus ils sont voisins, donc effectivement ça fait une belle mixité. D'accord. Et du coup, quand tu as fini donc tu as fait une école de commerce. Quand tu as fini ton école de commerce, tu es parti à la base dans une voie qui avait rien à voir. Tu étais dans le marketing, dans le Exactement. luxe. Ouais, alors moi j'avais fait d'abord une école de commerce. Je m'étais dit que je voulais faire une carrière dans les cosmétiques
Et donc, j'ai démarré ma carrière dans un grand groupe de parfums. Et en fait, c'est à cette période-là, au moment où j'ai démarré, après un stage, donc j'ai démarré un CDI, au moment où j'ai démarré mon CDI, que ma mère est tombée malade pendant 2 ans. Et je me suis vite rendu compte que l'univers cosmétique et ce qu'on nous demandait, c'est-à-dire de pousser le chiffre d'affaires, etc., bah, je trouvais plus de sens derrière tout ça. Et donc, du coup, en fait, j'ai créé à côté, avec tout cet état d'esprit, toute cette réflexion autour de ma culture, autour de l'héritage, autour de la transmission, que j'ai créé la chaîne YouTube, mais pendant mes années de salarié. C'était un peu ton échappatoire C'était un peu mon échappatoire, c'était un peu mon exutoire. J'avais besoin de trouver du sens dans ma vie, quelque chose de plus concret, quelque chose qui me passionnait. Et je me suis rendu compte que j'étais très différente de de mes autres collègues, que je n'avais pas le même état d'esprit qu'eux. Et il fallait que je trouve un autre moyen pour être un peu heureuse, quoi. Qu'est-ce qui t'a dérangé dans l'univers des cosmétiques? T'es pas obligé de donner des noms. Non, non. Mais c'est aussi pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui se disent ah ouais, c'est un monde, ça brille, ça donne Non, mais envie. je pense que... alors, c'est juste que ça dépend des personnes. Et je pense qu'en fait, je me suis un peu voilé la face pendant très longtemps sur cet univers-là. Parce que pour moi, c'était le summum de la réussite professionnelle, hein, puisqu'en fait, moi, j'ai tout simplement suivi la voie de ma sœur, qui elle aussi était dans les cosmétiques. Donc, en fait, j'ai un peu aveuglément suivi la voie de ma sœur en me disant, bah, si elle a réussi dans ce monde-là, qu'elle adore, forcément, moi aussi, je vais réussir à m'épanouir dans ce monde-là. Après, je me suis vite rendu compte qu'en fait, chaque personne est différente et moi, ça ne me correspond pas parce que tout ce qui est strass et paillettes, bah, pour moi, ça, à la base, en plus, je ne suis pas quelqu'un qui passe du temps dans les enseignes de beauté, à chercher à tester les produits. Je ne suis pas quelqu'un qui me maquille énormément. Enfin, voilà, je fais vraiment des bases de beauté, de soins. Mais vraiment uniquement les bases. Mais voilà, je pense qu'en fait, moi, ça me dérangeait parce que, c'était pas mon univers, en vrai de vrai. Je suis pas quelqu'un de ultra féminine, etc. Et de deux, enfin, pas ultra féminine, ça veut dire que je mets pas des... Ça se reprend parce que j'ai bougé de la bouche. Si, c'est féminine. Si, un peu quand même. Mais bon, il y a une différence entre féminine et le monde du luxe où là, on est dans un autre univers, quoi. Exactement. Et puis, je trouvais qu'en fait, les deux autres choses qui m'ont gênée, c'est le côté on nous pousse à faire du chiffre d'affaires, hein, à faire toujours plus que N-1, à trouver voilà, des opérations marketing et commerciales pour pousser le consommateur à. Donc ça me dérangeait un peu parce qu'à côté, on entendait qu'effectivement, il y a des problèmes d'environnement. Donc je me dis, bon, ok, pourquoi pousser le chiffre d'affaires alors qu'il y a des problèmes d'environnement et en plus de ça, qu'est-ce que ça apporte pour le client? Et de deux, la troisième plutôt, la troisième raison, c'est que en termes de management, c'était assez compliqué. Voilà, je suis hyper honnête, ça se passait pas très bien avec mes différents managers. Donc du coup, la combinaison de pas de sens, mauvais management et le fait que j'avais pas le même état d'esprit que mes collègues, fait un bon mélange pour essayer d'échapper à tout ça et trouver un moyen effectivement de m'épanouir ailleurs. Non, je te pose ces questions parce que je pense que c'est intéressant aujourd'hui pour pas mal de jeunes se lancent dans un univers, dans des entreprises, dans des industries où ils ne connaissent pas l'envers du décor, ils ne savent pas à quoi ça correspond. Mais parfois, on est obligé de se planter en fait pour commencer quelque chose. Alors, c'est bien si on est prévenu avant. Parfois, ça nous fait gagner de précieuses années. Mais je pense que parfois, on est un petit peu, ça fait partie de la vie, de la sérendipité, d'essayer quelque chose, de se tromper et ensuite
bah, ça fait naître des nouvelles envies, de nouvelles impulsions, comme toi, ça a été le cas avec Exactement. ta Je pense chaîne. que si j'étais pas, entre guillemets, coincée dans cet univers-là, j'aurais pas pu. Je sais même pas si j'aurais eu l'idée de faire ça et de chercher un moyen de m'échapper à tout ça. Euh, je pense qu'aussi, bah voilà, on est jeune et puis on nous a. Enfin, alors, du coup, tout dépend de chaque personne, bien évidemment, mais peut-être que à l'époque, j'ai pas été à la rencontre de plusieurs personnes qui auraient pu m'aider à me guider, à me faire poser les bonnes questions. Voilà, moi, comme j'ai dit, j'ai suivi aveuglément, mais vraiment aveuglément, c'est-à-dire je me suis même pas posé la question de qu'est-ce que, qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui me fait vibrer au fond de moi, qu'est-ce que j'aime exactement. Je suis même pas allée à la rencontre voilà, d'entrepreneurs, etc. Parce que pour moi, il n'était pas question de faire ça. Parce que la réussite professionnelle, c'était être directrice marketing dans le monde du luxe ou du cosmétique ou de la mode. Donc alors moi je connais un petit peu l'histoire, donc je vais insister sur certains points quand même, mais tu lances cette chaîne YouTube, tu filmes les vidéos le week-end, tu les montes après le travail. J'étais là, j'ai vu le travail que ça représentait. T'as Euh, participé. j'ai participé, mais bon, j'étais que là pour aider. Euh, Là où je trouve ça intéressant, c'est à quel moment tu sens que ton état d'esprit a changé, commencé à changer, parce que au début on n'y croit pas trop, au début allez 50 followers, 100, 300. Quand est-ce que tu as commencé à te dire c'est sérieux, ou est-ce que tu t'es même pas dit ça? Je me souviens plus très bien. Tu continuais, tu produisais, tu faisais ça pour le partage. Je faisais franchement uniquement ça pour le partage, vraiment juste pour partager et sans me poser trop de questions. Je me dis, bon, bah, le week-end, j'ai du temps, j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de partager, je prends un peu de temps. Effectivement, ça prend du temps. En plus, pour des personnes qui... alors moi, je connaissais rien du tout du monde de la production. Je savais pas parler dans la caméra. En fait, ça n'a pas été un déclic, genre un jour je me réveille, je me dis: «Ah, c'est bon, ça devient sérieux», pas du tout. C'est venu après une longue réflexion, et un gros travail, sur moi parce que, parce qu'il y avait, quand même des blocages, à casser au fur et à mesure. C'était quoi les blocages du coup quand tu as commencé ta chaîne et à tes débuts? Bah, du coup, c'était, en fait, moi, je voyais pas, la chaîne YouTube comme un moyen pour vivre, en fait, financièrement. Je voyais pas ça comme une source de revenus. Je savais qu'on pouvait transformer ça en source de revenus, mais pour moi, j'avais cette idée que YouTube, c'est trop instable, pour, et pour que ça se transforme en source de revenus, il faut être ultra bon. Genre ultra bon, c'est-à-dire avoir des millions de followers. Et moi, qui suis petite, enfin, je me trouvais petite à l'époque, je me dis, mais jamais j'y arriverai. Donc, du coup, une des barrières, c'était la sécurité financière. Euh, et je me suis pas posé la question de, bah, peut-être qu'à travers la chaîne YouTube, j'aurais pu développer les services, etc., au fur et à mesure. Mais pour moi, c'était YouTube est égal à YouTube. Si tu veux si tu veux avoir une source financière à partir de là, il faut être ultra bon, etc. Donc ça a été une... Ça, c'est les barrières pour transformer un business en tant qu'entrepreneur. Ouais. Mais même au début, même juste commencer la chaîne, t'avais Ah, aussi après, d'autres. oui, il y avait effectivement, donc, déjà la barrière de la sécurité financière, qui fait que du coup, j'ai pas quitté mon job tout de suite, et qui fait qu'aussi, j'ai continué, après avoir quitté l'entreprise, par contre, j'ai cherché un autre job dans le monde de la mode, donc pour vous dire qu'en gros, j'avais pas encore fait tout le schmilblick bah, franchement, la mode, enfin, tout cet univers-là, c'est pas du tout moi. Deuxième barrière, c'est aussi des barrières liées à l'image enfin voilà, à l'image par rapport à ma famille, puisque du coup, moi j'ai été éduquée de manière très traditionnelle. Mes parents, ils ont fui la guerre et ils sont arrivés en France avec 1 dollar en poche. Ils ont tout construit pour que nous, on ait de super carrières en entreprise et qu'on ne galère pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai suivi aveuglement, en fait. Donc, le fait
de dire, bah, je vais pas les rendre fiers. Tout ça, ça fait que c'est une deuxième barrière qui était difficile aussi voilà, à casser et la barrière de la confiance en soi. C'est se dire qu'en gros, que je pouvais réussir malgré tout. Et tu l'as quand même fait, tu t'es quand même lancé. De toute façon, c'était pour le partage. Tu te disais, je m'en fous, de toute façon, je suis là pour partager mes recettes. Et donc, au fur et à mesure, ton état d'esprit, il a évolué. Et qu'est-ce qui a changé au fur et à mesure du temps, en fait? C'est quand tu as eu plus de followers? C'est quand tu as découvert que peut-être tu pouvais en faire quelque chose à terme? C'est à quel moment tu sens que certaines choses ont changé dans ton état d'esprit? Bah, effectivement, le fait, en fait, d'avoir eu un retour, de la part des followers, de se dire: «Bah, en fait, on a 1, 2, 3, 100 personnes» et au fur et à mesure, bah, je me dis: «Bah, finalement, en fait, j'arrive à atteindre, à atteindre l'objectif que je m'étais fixé». Même Qui était? qui était, voilà, de démocratiser, de rendre accessible la cuisine, asiatique et de faire en sorte qu'ils cuisinent chez eux parce que finalement, ils me disaient: «Bah, je l'ai fait et je trouvais ça excellent» ou «Je l'ai fait et ça ressemble exactement à ce que, ma mère, elle fait». Enfin, tu vois, même 1 ou 2 personnes, moi, j'étais ultra comblée. Donc déjà ça m'a déjà, je me dis: «Bon, bah, ce que je fais, ça a du sens». Pour 1, 2, 3, 100 personnes et 100 personnes, pour moi, c'était énorme. Et ça reste toujours, énorme d'arriver à changer, 2-3 petites choses dans la vie d'une personne et aussi le fait que, j'ai, été aussi un moment très frustrée, professionnellement puisque j'étais toujours chef de projet marketing et j'étais frustrée à un moment, donné parce qu'en fait, j'avais eu plus de responsabilités qu'avant et donc j'avais moins de temps à me consacrer sur la chaîne YouTube et du coup, je faisais moins de vidéos. Et je faisais moins de vidéos, donc je partageais moins, donc j'avais moins de rewards, et de retours de la part de mes followers. Ça montait, mais ça stagnait en même temps. Donc moi, cette frustration, elle a été, ça a été aussi un peu un déclic pour me dire, bah, en fait, si tu es autant frustré, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été comblé et ce qui n'était pas comblé, c'est le fait que, je pouvais pas, continuer en fait à faire ce que je kiffais en fait. C'est-à-dire tout simplement partager des recettes asiatiques. Non, c'est intéressant parce que souvent, quand les entrepreneurs quand les gens deviennent entrepreneurs, où ils passent à l'action, ils passent à l'étape d'après, ça vient soit d'une frustration, soit de quelque chose qui les motive, de positif. Donc il y a aussi cette motivation entre guillemets négative, cette motivation positive. Là, tu avais les deux. Tu avais d'un côté le retour des personnes qui te disaient qu'ils avaient fait leurs recettes, que ça leur rappelait les goûts d'enfance, etc., et de leur famille. Et de l'autre côté, tu avais cette frustration professionnelle et les deux t'ont poussé dans le même sens. Ouais, exactement. Mais je pense que ce qui me pousse, tout simplement, c'est le fait, ouais, d'être cette motivation négative, cette frustration à aller, plus loin, hem ouais et aller au-delà de ma zone de confort, je pense, hein. Je sais pas pour d'autres personnes, mais en tout cas, ça marche avec moi. Alors attention, question choc. C'était quoi le plus gros obstacle pour toi? Le plus gros des obstacles, à un moment ou à un autre, hein, on va aussi avancer dans ton parcours. À un moment donné, tu as opéré cette transition après des boulots, des missions de consulting, un taf que tu as quitté, ensuite tu as repris un autre taf, etc. C'était quoi pour toi le plus gros obstacle? Pour, me lancer totalement? Ouais, par exemple. Pour me lancer totalement, c'est clairement la sécurité financière parce que je pense que, hem, ou peut-être la sécurité financière slash confiance, en moi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, comme je le c'est-à-dire que moi, j'ai jamais vu YouTube comme une source, financière et donc du coup, moi, je voulais rester, en tant que salariée pour justement, vivre comme je voulais vivre et du coup, j'avais pas confiance en moi pour me dire: «Bah, en fait, tu as une tête bien faite, tu as fait quand même des études, si tu faisais un peu, des recherches un peu à droite à gauche, bah, tu pourrais, clairement, trouver un moyen de, voilà, d'avoir une rémunération qui est pas forcément liée à un statut de salarié».
pense que c'est ça. Tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as pu surmonter ces plus gros obstacles, à un moment donné, tu te sois dit, bon, je quitte mon boulot pour me lancer en tant qu'entrepreneur. Je sais que c'était pas en one shot parce qu'il y a eu plusieurs histoires. Est-ce que tu peux partager un petit peu ces moments-là? Qu'est-ce qui t'a fait franchir les différents paliers? Du coup, si on regarde dans la timeline, en gros, j'étais à une période de ma vie où j'étais très frustrée. Non pas parce que ça se passait mal avec mon job, au contraire, j'avais quitté justement le monde des cosmétiques pour aller dans le monde de la mode. Et là, ça se passait bien, mais j'avais gagné plusieurs responsabilités. Donc, j'étais frustrée parce que j'avais pas assez de temps pour ma passion. Et ensuite, là, je me suis dit, OK, je veux pas rester dans cette boîte. Je savais que je voulais pas rester dans cette boîte, mais qu'est-ce que je voulais faire? Et le fait que j'avais peu confiance en moi et j'avais cette crainte ce blocage de sécurité financière, j'ai dit, il y a deux voies. Un, c'est soit je trouve un autre job qui me correspond un peu plus à ce que je veux faire, voilà, et qui permettait, d'être dans la continuité de ce que j'avais fait. Soit de deux, en fait, je quitte tout et je me lance à 100% sur la chaîne YouTube. En fait, j'avais encore ce blocage-là, donc j'ai choisi l'option 1. Et l'option 1, ça se passait très très mal avec ma nouvelle boîte. Et là, j'ai commencé à chercher en moi un moyen en fait de m'échapper et de pouvoir atteindre l'option 2 qui était de tout quitter et donc de trouver un système pour me rémunérer. On dit que c'est la contrainte qui stimule la créativité. Ouais, là, c'était le dos au mur. Et voilà, Je t'ai c'était dit, dos bon, au mur. faut que je trouve Je me un suis truc, dit que quoi. c'est pas possible. Je viens de quitter le job avec un job que j'aimais plus ou moins, enfin plus que moi, pour me retrouver dans un autre job où c'était l'enfer, avec un manager vraiment tyrannique, voilà. On peut le dire. Un manager J'étais là. tyrannique. Un manager tyrannique. Et je me suis dit, l'autre option que je n'avais pas encore testée, c'était l'option 2. Et ouais, effectivement, en fait, là, j'ai commencé à voir les différentes options, à faire tous mes calculs, toutes les hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3. Des simulations, en fait, de différents revenus, Exactement. différentes sources de revenus. Voilà, parce que si c'est... Ouais. En fait, moi, je pars pas du principe... Enfin, je pars plutôt du principe qu'il faut pas... il y a beaucoup d'histoires qui disent « j'ai tout quitté », etc. Mais en fait, quand on a 30 ans, pour le coup, j'avais 30 ans à l'époque, on a quand même un mode de vie qui fait que du coup, on ne peut pas tout quitter du jour au lendemain. Parfois un crédit ou... Voilà, un crédit, des dettes... un lifestyle, etc. On peut toujours revenir, peut toujours faire des sacrifices, mais pas non plus tous les sacrifices. On n'a plus 20 ans. On vit plus chez papa, maman. On n'a pas de l'argent de poche tous les mois. Là, c'est maintenant, on est adulte, on doit gagner sa vie. Et donc, quand on est dans cette reconversion-là, il faut voir toutes les hypothèses parce qu'en fait, il y a plein de façons de s'en sortir. Surtout quand on a fait une carrière, mine de rien, il y a Pôle emploi qui du coup vous donne les allocations chômage tous les mois. Donc, c'est quand même une source de revenus à ne pas négliger. Pour pouvoir développer son business. Pour pouvoir développer son business avec des aides pour créer son entreprise, etc. Donc ça, voilà, c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé en école de commerce ou tout au long de sa carrière, mais ça existe, toutes ces aides-là. Il y a aussi la possibilité de faire une rupture conventionnelle. Ça aussi, ça permettrait justement de pouvoir lancer sa boîte tout en étant en paix et n'ayant pas cette peur de dire je peux pas payer mon loyer, etc. Donc en fait, voilà, il faut vraiment... Enfin, moi, en tout cas, j'avais fait toutes les hypothèses en me disant, si je pars avec une rupture, j'aurai tant. Si je pars avec le chômage, j'aurai tant. Et à partir de là, est-ce que j'arrive à vivre ou pas? Ou sinon, une autre hypothèse que je n'avais pas encore exploitée à ce moment-là, c'était
prendre un job à mi-temps et voilà, avoir plus de temps aussi euh, pour faire des vidéos, par Ouais, exemple. c'est vrai, en fait, on ne parle pas de toutes ces hypothèses forcément. Si on est sur les réseaux sociaux, quand on écoute à droite à gauche, on entend un peu des histoires noires ou blanches, j'ai tout quitté, j'ai tout Ouais, plaqué. Les gens racontent pas forcément les moments d'ombre dans leur parcours, les doutes qu'ils ont eus, les hypothèses qu'ils ont pu émettre. Mais voilà, tout le monde, à un moment ou à un autre, va prendre un papier, un stylo et va imaginer toutes sortes de scénarios, faire des simulations. Si je vends tant de ça par mois, ça me fait tant. oui, voilà, ou prendre même un job alimentaire pour au moins avoir une vie, entre guillemets, décente, tout en ayant du temps pour pouvoir développer le business. Parce qu'en fait, je pense que on a l'impression, enfin, en tout cas, pour lancer un business, il faut du temps. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on va switcher maintenant. Tu as énormément de followers aujourd'hui, presque 100 000 avec, en combinant deux, trois plateformes. Comment tu as fait pour avoir autant de followers? C'est quoi le parcours entre ces moments de doute et le début de ta chaîne jusqu'à aujourd'hui, si on voit en termes de réseaux sociaux? Voilà, imaginons que moi, je veux lancer une chaîne YouTube sur le thème de la chasse, par exemple. Et que je t'envie et je me dis waouh, j'aimerais bien être comme Mamali. Qu'est-ce que tu conseillerais ou en tout cas, qu'est-ce que tu peux partager par rapport à ce que tu as vécu dans ton parcours? Alors, il n'y a pas vraiment de secret pour, entre guillemets, réussir sur les réseaux sociaux, si ce n'est qu'en fait, c'est un métier comme un autre. Quand on est créateur de contenu, on crée du contenu, donc il faut créer. Donc, on se lève le matin, il faut se motiver, faut créer le contenu, faut monter, faut avoir des idées. Voilà, c'est un métier vraiment comme un autre. S'organiser Faut aussi. s'organiser, faut planifier, faut brainstormer. Voilà, on est créateur, donc créateur, on crée, voilà, on fait appel à sa créativité. Et faut, à mon avis, en fait, la clé, faut être voilà, discipliné. Je pense qu'il n'y a pas de secret par rapport à ça. Il faut être discipliné pour réussir sur les réseaux sociaux. Si on comprend un peu les réseaux sociaux, derrière, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait le maximum de contenu sur leur plateforme, qu'il y ait le maximum de partage. Donc, du coup, il faut créer le maximum de choses. Ouais, en fait, c'est à la fois le secret et à la fois il n'y a pas de secret. Et le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret parce qu'on a l'impression, quand on regarde les réseaux sociaux, et je sais que moi j'ai été victime de ça plusieurs fois, qu'on se dit, allez, c'est quoi le truc, quoi? Ah bah lui, c'est différent, il partage sur le bon sujet. Ah non, mais lui, c'est parce qu'il a fait une vidéo qui a fait le buzz. Et c'était quoi son truc derrière? On peut analyser, mais en réalité, il y en a plein qui n'ont pas forcément fait le buzz avec deux, trois vidéos. Et ils restent, comme tu dis, disciplinés. Tous les jours, ils créent du contenu, ils sont organisés, Oui, ils ont le faut, processus, faut etc. faut être régulier. Je pense qu'en fait, c'est pas comme dans une. Enfin, je dis que c'est un métier comme un autre, ça c'est sûr et certain, mais je pense que c'est pas comme dans une entreprise où on demande des choses de faire en one shot, c'est-à-dire genre, je sais pas, dans la pub, on va faire une vidéo, c'est une vidéo one shot, on met ça sur, on va voir on va voir la pub à la télé, puis hop, c'est fait. Et on passe à autre chose. Là, c'est différent. Là, c'est vraiment, faut se lever le matin, il faut créer, faut être discipliné, il faut être régulier. Faut être régulier, ça c'est vraiment la clé de succès que tous les créateurs de contenu enfin, le disent en fait, tout simplement, parce que même moi, quand je me pose la question, bon, aujourd'hui, je suis à peu près à 100 000 followers, tout compris, mais il y a d'autres youtubeurs, d'autres créateurs de contenu qui ont beaucoup plus que moi d'abonnés. En fait, eux, ils sont ultra réguliers. C'est-à-dire, ils lâchent pas l'affaire. Ils créent du contenu tous les jours, c'est leur métier. Ouais, Et tous les jours, ça donne déjà un ordre d'idée. ouais, C'est pas mais je fais une super vidéo, ça veut pas c'est. dire publication tous les jours. Hmm, C'est-à-dire tous les jours, création, ouais. ensuite publication. Bah forcément, parce que ça prend un peu de temps entre créer et la post-prod. Ils se disent, bon, bah voilà, moi je poste tous les 2-3 jours. Moi je poste une fois par semaine. Mais au moins,
il se donne cette discipline-là en se disant, bah, dans mon planning, c'est planifié, je suis obligée de le faire et tous les jours, je crée. Alors, ce que je trouve aussi intéressant dans ton parcours, c'est que tu as commencé avec la chaîne YouTube et ensuite, tu as développé d'autres plateformes, Instagram, etc., Facebook, euh, qui t'ont apporté en fait des jobs de consulting et des missions super intéressantes avec des restaurants pour en fait différents types de cuisine, évidemment tout en restant dans le monde asiatique. Ce qui t'a également aidé et boosté à développer d'autres sources de revenus, ce qui t'a aussi donné confiance dans tes réseaux sociaux. Est-ce que l'un a nourri l'autre? Comment ça s'est passé? Alors moi, je dis que, comme je le disais tout à l'heure, quand on est créateur de contenu, il faut être régulier, discipliné et créer du contenu tous les jours. Et moi, effectivement, en fait, je fais pas tout à fait ça parce que via les réseaux sociaux, ça m'a effectivement ouvert d'autres opportunités et donc d'autres sources de revenus. Moi, je vois les réseaux sociaux effectivement comme voilà, une forme de source financière, mais surtout, en fait, surtout une forme de partage. Et à travers ça, en fait, je me fais connaître, donc une forme de notoriété pour proposer d'autres services. Donc, en fait, les réseaux sociaux me permettent d'avoir des projets en tant que consultante, et pas l'inverse d'ailleurs, Et des collaborations et des aussi avec des collaborations, marques. exactement. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Ça t'a ouvert des pistes auxquelles tu t'attendais pas en fait. Pas du tout. À la base, tu faisais ça juste pour le partage. Ensuite, plus de followers. On se pose des questions. Ensuite, tu dis, ouais, tiens, une collaboration. Ensuite, tu te dis, ah, tiens, ça c'est intéressant. Ouais, Ouais. exactement. Bah, je pense aussi, ça fait partie un peu, en tout cas, une de mes clés de réussite dans cette reconversion, c'est qu'au moment en fait où je me suis dit, bon, vas-y, je vais prendre l'option 2 où je vais que créer. Et je pensais vraiment faire que de la création de contenu, le booster à fond, Instagram, YouTube, et transformer du coup en source financière via les réseaux sociaux, en fait. Au moment où j'ai choisi cette voie-là, je me suis aussi ouverte à des rencontres qui, du coup, m'ont permis d'avoir de nouvelles opportunités. Et ça démarrait avec les ateliers de cuisine, puisque du coup, en fait, on me dit, ah bah, tiens, on te connaît un peu dans cet univers de food asiatique. Est-ce que ça te dit de faire un petit show culinaire sur le forum, sur la foire de Paris? Je fais OK, why not, j'ai jamais fait. Donc là, j'étais ouverte à rencontrer ces personnes-là, ouverte aussi du coup à me donner de nouveaux challenges. Et à cette foire de Paris, j'ai rencontré une personne qui du coup en fait a un atelier de cuisine et qui m'a demandé bah, est-ce que tu veux donner des ateliers de cuisine? Donc du coup, ça a démarré comme ça en fait. Et ainsi de suite. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est vrai que c'est des rencontres, c'est une ouverture d'esprit. Et il y a à la fois une face cachée de l'iceberg. Moi, je le vois parce que je te vois dans le quotidien et j'ai vu tout ton parcours. C'est qu'il y a aussi beaucoup de travail derrière une recette. Et je pense que les gens le ressentent inconsciemment. Quand ils voient ton travail, ils voient une recette, ça a l'air simple. Tu prends une poulette, tu prends ça, tu mélanges, ça fait le truc. Mais au final, la qualité de la vidéo, la recherche, l'expérimentation, tu as essayé plein de fois des recettes pour avoir le bon goût. Tu t'es gouré plein de fois, tu as réessayé, etc. Ça, aujourd'hui, les gens le ressentent et peuvent voir la qualité à la fois culinaire et de la production. Et je pense que c'est ça aussi qui t'a amené pardon, de nouvelles opportunités, puis des rencontres. Ça fait un effet qui se combine derrière. C'est pas juste on partage la petite recette. Oui, de après, la ça tarte, c'est vrai, mais machin. ça c'est moi, ma vision en fait, et je pense peut-être ma différenciation par rapport à d'autres personnes qui font que du partage. Voilà, moi si je reviens un peu à l'essence de ce que je fais, c'est retrouver le goût, de la cuisine de ma maman. Donc en fait, je pense que c'est tellement ancré en moi, dans ma passion, dans mon projet que effectivement, je vais toujours essayer d'exceller. Et donc, avant chaque recette, bah, il y a eu des expérimentations, comme tu as dit, des foirages, voilà, enfin bref, je teste les recettes au moins 10 fois avant d'eux. Et puis après, moi, ma vision, c'est voilà, c'est de rendre... donc, c'est
l'essence de retrouver la cuisine de maman. Et le deuxième objectif, c'était de démocratiser, la rendre la plus accessible. Et pour moi, la rendre la plus accessible, c'est de proposer une qualité de production la plus propre, la plus fine possible avec les moyens que j'ai aujourd'hui pour que les gens puissent réaliser. C'est-à-dire que si je vous fais des vidéos très vite, mais que si c'est juste de l'entertainment, juste du divertissement, bah moi c'est pas trop vers ça que je tends en fait. Moi c'est pas mon objectif en fait. Alors, je veux pas te prendre toute la journée non plus. Je sais que tu as plein de trucs à faire, de recettes à préparer, de contenu à produire. J'aimerais juste que tu donnes un conseil à une personne type, un archétype, on va dire, un stéréotype d'une personne dans son travail qui, un petit peu comme toi, était frustrée, ne s'épanouissait pas forcément, avait pas trop confiance, mais avait une idée, avait peut-être envie de lancer un projet, hésite. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne, surtout de ton point de vue, une personne qui n'avait pas forcément confiance en elle, qui se disait oui, mais les autres, c'est pas pareil, etc. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Est-ce que tu aurais 2-3 conseils à partager? Alors, moi, ce que je conseille, et c'est ce qui m'a été conseillé d'ailleurs par toi, c'est c'est de faire un petit travail sur soi et ça prend franchement 3 minutes, mais je pense que c'est les 3 minutes qui ont changé ma vie. C'est de prendre une feuille blanche, de prendre un stylo et pendant 3 minutes d'écrire tous les rêves les plus fous qu'on voudrait faire dans sa vie. Tout et n'importe quoi. Voilà, une petite technique de brainstorming. Et puis à partir de là, creuser un peu plus chaque rêve. Est-ce que c'est réalisable ou pas? Ça, c'est un conseil. Le deuxième conseil, si je peux aller plus d'un seul conseil. Limité, des conseils limités. Parce que Mais après, déjà, attends, je rebondis juste ouais. là-dessus. Tu dis que ça t'a aidé ces 3 minutes, mais vraiment, je pense que c'est ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, tu t'es autorisé un moment, c'est-à-dire que pendant longtemps, tu t'autorisais pas parce que Je papier, m'autorisais stylo, pas à rêver, je m'autorisais pas à écrire ce que je voulais faire, Ok, d'accord. effectivement. Ouais, et Mm. donc, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de gens comme ça, d'autres qui ont d'autres problématiques, Ouais. mais en tout cas, pas mal qui déjà passent pas cette étape de se dire, en fait, est-ce que moi aussi, je peux penser. Tout le monde peut le faire. Franchement, tout le monde peut le faire. Il faut oser effectivement de prendre 3 minutes de son temps et d'écrire. Et en fait, de toute façon, ce papier, il restera que entre vous et vous, en fait. Voilà, on le partage à personne, mais au moins, ça permet de sortir les idées et les rêves les plus fous qu'on a de la tête. Et ça ne devient plus un rêve au moment où, en fait, on l'inscrit et on le voit noir sur blanc. Là, ça devient un peu plus concret. Et à partir de là, ensuite, il y a un travail à faire. Mais moi, parmi tout le travail qu'il y a à faire, voilà, enfin, après, chaque personne est différente. Mais il y a un truc, je pense, qui est ultra bénéfique, c'est d'oser, de contacter en fait des gens, des entrepreneurs. En plus, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile, hein. Via Instagram, via YouTube, par mail, Et etc. certains n'ont pas le temps, mais beaucoup répondent en fait quand même. Ah oui, mais moi, je réponds à tout le monde. Donc, même si aujourd'hui, j'ai atteint presque 100 cas, c'est toujours moi qui gère. Et au contraire, en fait, les personnes comme moi, de mon profil, ils ont envie de partager ça, ils ont envie d'aider les gens. Donc, faut pas croire qu'on est seul. Au contraire, faut vraiment se dire, bah voilà, je vais contacter les gens. Aujourd'hui, c'est ultra facile de contacter les gens, mais tellement plus simple qu'avant. On a Insta, on a un réseau social, hop, on envoie un petit message, ça prend 5 minutes. Et la personne, en fait, elle sera trop contente de pouvoir aider quelqu'un. Et ça, franchement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et à chaque fois, en fait, où j'étais ultra ouverte à la rencontre de nouvelles personnes, ça m'a toujours apporté quelque chose derrière. Mais toujours, en fait. Et je pense que c'est la combinaison de oser écrire les rêves les plus fous, les voir noir sur blanc et contacter les gens. Parce qu'en fait, en contactant les gens, on entend de nouvelles histoires, on a de nouveaux conseils et ensuite on peut se Projeter en se fait. projeter, effectivement. Parce qu'en fait, c'est 2 étapes qui sont pas très difficiles, mais qui t'obligent à faire les 2 premiers pas.
Ensuite, tu dis, bah mince, je suis lancé, quoi. Maintenant, Maintenant, tu n'as plus le choix, en fait. voilà, Mais après, faut piégé. pas. Après, honnêtement, personne. Enfin, on vous dira jamais que c'est trop bête ce que vous faites, etc. Enfin, sauf si c'est des personnes malveillantes, mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas les bonnes personnes. Mais la plupart des personnes, en tout cas la plupart des entrepreneurs avec qui vous sentez avoir un feeling, ils seront toujours bienveillants avec vous, quoi qu'il arrive. Et il n'y a pas une question genre je suis bête ou quoi, c'est juste vous posez la question et c'est normal. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entraide entre entrepreneurs. Alors, dernière petite question. Est-ce qu'il y a un livre, des livres ou une ressource ou plusieurs ressources, des vidéos que les gens peuvent trouver très facilement là et qu'on pourra partager dans la description, qui toi t'ont aidé à un moment ou à un autre? Alors, bah déjà, il y a les podcasts. Ça, à l'époque, ça n'existait pas non plus. Enfin, je dis à l'époque, c'était il y a 7-8 ans, au moment où je m'étais lancée, les podcasts, c'était pas trop... c'était pas du... Enfin, Pas trop la mode en c'était pas France, du quoi. tout la mode en France. Maintenant, il y a plein de podcasts d'entrepreneurs. Il y a celui de Pauline Le Léniaud. Creativity Podcast déjà. Il y a Creativity Podcast, bien évidemment. Oui, parce que en fait, là, je trouve que sur ce podcast-là, on a de nouvelles personnes, pas forcément de personnalités françaises, mais aussi d'autres personnalités en dehors de la France qui apportent une nouvelle vision aussi. Il y a Creativity Podcast. Il y a aussi d'autres podcasteurs comme Pauline Léniaud aussi qui peut être intéressant. Après, moi, je lis pas trop de livres, donc du coup, j'ai pas trop de recos de livres à donner. Moi, c'est surtout les podcasts et surtout les rencontres des gens en écoutant leur histoire, leur parcours qui m'ont beaucoup inspirée et aidé dans mon projet. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que c'est intéressant de te suivre et te voir? Alors, on peut me retrouver tout simplement sur tous les réseaux sociaux. D'abord YouTube, Insta, TikTok, Facebook. J'ai mon blog chez Mamali. Voilà, donc je pense que si vous On va tapez mettre tous les liens de toute façon. Mais chez Mamali, on trouve chez tout. Mamali, on trouve tout. Si vous tapez juste chez Mamali sur Google, je pense que vous me trouvez assez facilement. Ok, super. Eh ben, écoute, merci pour ta participation. Merci à C'est toi. top. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver le Creativity Podcast sur SoundCloud, Apple et Google Podcast, Spotify et YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager l'épisode à des amis ou des collègues si vous avez aimé, à des gens que vous pensez que ça peut aider. Je vous remercie de votre écoute et encore merci à toi, Diana, pour ce partage. Merci.